Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous. Aujourd'hui, je ne suis pas au nom de l'éducation nationale. Peut-être en référence à ce que j'ai pu faire il y a 20 ans, en tout cas autour du rapport, qui a été sans doute un élément déclencheur. Mais je suis encore aujourd'hui, avec Sybille notamment, et puis Michel Mazot dont vous avez parlé tout à l'heure. J'anime le comité scientifique de la FF10, donc c'est aussi un creuset en quelque sorte de collaboration scientifique de différents acteurs. Donc c'est plutôt à ce titre que je suis là avec vous, mais merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je vais donc essayer tout au long de la journée de synthétiser les propos des uns et des autres qui ont été totalement riches, mais autorisez-moi d'abord une première remarque, très simple. Vous êtes sans doute ici des médecins, des professionnels de santé, de l'éducation, des parents. Moi, je suis très fier de constater 20 ans après ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez vous applaudir ? Vous allez sans doute constater, et peut-être au quotidien de vos vies, que les choses n'avancent pas forcément vite, qu'il y a forcément des obstacles. Il y a même Caroline Huron qui vous dit en matière d'épidémiologie en France, on n'est pas complètement clair. Il y a encore des choses à faire. Mais mesurer simplement, sur un temps certes long, parce que c'est chacun qui le vit dans son intimité, ce qui s'est passé en 20 ans. Que ce soit sur l'ensemble des troubles 10 ou en particulier sur troubles du développement de la coordination. Je pense qu'il faut bien qu'on mesure, ce qui ne veut pas dire que lorsque l'on mesure, on est dans l'autosatisfaction et puis on reste les bras ballants. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et d'ailleurs, la manière dont les 4 intervenants ont présenté les choses, ils vous ont indiqué d'une certaine manière, et à leur manière, qu'il y avait encore un certain nombre de pistes. Je vais m'autoriser du coup à faire, j'espère ne pas trahir vos pensées, trois idées peut-être à retenir. La première idée, c'est l'ampleur du problème. On vous a donné quelques chiffres, même si les écarts sont importants, entre 1,8 et 6,7, ça fait l'écart est important quand même. Hein. Mais moi qui ai fait un peu de mathématiques dans ma jeunesse, si je me contente de dire que l'ampleur du problème, sur une base de 2% de troubles sévères, c'est ce qu'a dit Caroline, 1,8, allez, moi je fais un calcul vite, je n'avais pas ma calculette avec moi, donc je fais vite de tête, bah ça fait à peu près 15 000 enfants par classe d'âge. Sur la base de la classe d'âge de 2020, c'est de 735 000 naissances. Et si vous êtes sur 5 à 6%, ce qu'a dit la ministre, vous êtes à peu près sur un peu moins de 60 000. Quand vous êtes face à cette ampleur du problème, qui aura des traductions, on le verra sur la deuxième table ronde, sur l'impact école, sur l'impact classe, ce simple ampleur de problème montre qu'on est face à un enjeu qui est certes de santé publique, mais qui est aussi de société. Première remarque. Et quand je lis ça, je n'intègre pas simplement parce que nous sommes ici en pré-campagne présidentielle, mais ça veut dire que tous les acteurs de la société doivent être mobilisés. Première idée. La deuxième idée, la première intervenante nous a montré qu'il y avait une forme de stabilisation théorique autour de l'essai de définition des troubles, qui soient d'ailleurs des troubles spécifiques du langage ou de l'apprentissage, ou en particulier des TDC, stabilisation à travers les classifications internationales, que ce soit des DSM-5 ou la dernière version de CIM-11 qui est en application depuis janvier 2022. Il y a objectivement une stabilisation, mais qui montre qu'il y a aussi, au-delà de la stabilisation de la définition, je voudrais, à titre personnel peut-être même, insister sur un point. Nous sommes face à des troubles neurodéveloppementaux qui, dans leur composition, sont structurés autour de 3 grandes familles. Les 10, déficience intellectuelle, et le spectre de l'autisme. Il est important que nous ayons bien en tête que ce dont nous parlons
ce matin, participe effectivement de cette classification. Sans qu'il y ait, si je puis dire, de mélange à faire, mais il est important que les travaux scientifiques nous éclairent sur la consolidation, en quelque sorte, de l'originalité et de la spécificité de troubles. Deuxième idée. Troisième idée, il y a eu présentation du parcours de soins, parcours d'accompagnement, à partir notamment des travaux de l'HAS de 2017-2018. Et là, les 4 intervenants, me semble-t-il, ont mis en exergue 4 enjeux. Au-delà du travail important qui a été fait en son temps par la HAS en 2017-2018. Enfin là, le problème n'est pas là. Pour moi, il y a 4 enjeux là qui viennent de se préciser. Le premier enjeu, c'est l'enjeu des acteurs. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de l'ingénierie, de l'écosystème d'organisation de soins. Le troisième enjeu, c'est l'enjeu du diagnostic différentiel. Et le quatrième enjeu, c'est l'enjeu de la qualité des interventions. Alors, je m'arrête 30 secondes pour remettre en exergue peut-être tel ou tel point. L'enjeu des acteurs, que ce soit Sybille ou notre dernier collègue, vous avez bien vu qu'ils ont mis en évidence le rôle du médecin de famille, du médecin de ville, le premier recours, comme d'aucuns le disent. Premier recours étant donné qu'au niveau de l'HAS, il y a une organisation entre premier, deuxième et troisième étage de la fusée, mais ce n'est pas évidemment des distinctions qui soient en péjorative, évidemment. Bon, mais ça veut dire qu'il y a un rôle essentiel. C'est comme s'il y avait un pivot qui s'appelle le médecin de famille ou le médecin de ville, qui apparaît essentiel au moins sur l'examen clinique et l'anamnèse. Autre enjeu d'acteur, c'est ce qu'a présenté notre collègue de Toulouse, c'est-à-dire les médecins de deuxième recours. Mais j'y reviendrai après, vous avez bien observé qu'au-delà de l'identification des acteurs, il y a des organisations qui sont connexes. Et puis le troisième élément par rapport aux enjeux des acteurs, c'est ce qu'a dit Sybille sur les centres de référence. Donc, l'enjeu des acteurs, qu'est-ce qu'il nous dit? Que chacun a une part de responsabilité, qu'il y a un enchaînement de responsabilités. Mais en même temps, un acteur ne peut pas résoudre à lui seul le problème. Et finalement, les acteurs nous renvoient une deuxième idée très simple. Arrêtez de bosser seul. Je le redis, ça. Arrêtez de bosser seul. C'est pas la peine que je le redise une troisième fois, je pense. C'est l'impact de la pluridisciplinarité et l'impact de la reconnaissance des compétences de chacun qui sont mis au service d'un collectif. Essentiel. Premier enjeu, donc. L'enjeu des acteurs. Vous voyez bien, au-delà de l'identification des acteurs, c'est la notion d'équipe et la notion de pluridisciplinarité. Bon. Deuxième enjeu, c'est ce qu'a dit notre première intervenante sur l'enjeu du diagnostic différentiel. Alors même s'il y a toujours des biais méthodologiques, comme ça a été dit, même s'il peut y avoir, à partir des biais méthodologiques, forcément des interprétations qui peuvent rendre erroné, finalement, le diagnostic, ce qui est essentiel dans ce qui a été dit, c'est la normalisation des outils. L'évaluation à partir d'outils standards connus, reconnus, scientifiquement démontrés, à partir duquel le diagnostic différentiel doit pouvoir s'établir et même être complété. L'enjeu du diagnostic différentiel fondé sur des outils d'évaluation normés, standardisés. Troisième enjeu. Notre intervenant de Toulouse nous a montré, j'étais assez séduit par ça, parce que c'est peut-être la première fois que je vois une organisation aussi complexe, mais en même temps aussi essentielle, c'est l'ingénierie des dispositifs et l'écosystème qu'il doit y avoir dans le parcours de soins. Ce qui veut dire que quand on parle de l'enjeu des acteurs, pour identifier qui fait quoi, mais dans une logique de responsabilité collective, on voit bien qu'au-delà de la responsabilité collective, il y a un enjeu d'organisation de système. Et cette organisation système, articulée, on l'a vu, avec la plateforme PCO, etc., mais c'est important que régionalement, en fonction des configurations régionales liées à la loi NOTRe de 2014 et de 2015, il importe effectivement qu'il y ait des réponses de proximité, mais en même temps des réponses d'efficience. Ce qu'il faut voir dans les écosystèmes, il faut se poser 2 questions quand on est face à un écosystème. C'est toujours les mêmes. Pourquoi j'organise ce système de cette manière-là? Pourquoi?
Et est-ce que je vais le rendre efficient? À quelles conditions je le rends efficient? Et en particulier, la proximité de réponse pour les familles. Troisième enjeu d'un écosystème lié à une organisation de soins. Et puis enfin, le quatrième enjeu, ça a été dit par Caroline dans une de ses interventions, c'est l'enjeu de la qualité des interventions. La qualité des interventions, c'est pas la quantité. Et c'est pas la juxtaposition des interventions. Elle vous a même indiqué une forme de fréquence d'intervention sur tel autre type d'ergothérapeute ou de psychomotricien. Ce qui importe là aussi, c'est de se poser la question en matière d'intervention, est-ce que cette intervention est bien en rapport avec les besoins des jeunes, des enfants, des adultes, et qui sont repérés. La qualité de l'intervention participe évidemment de la résolution objective du problème. Et puis pour terminer, ça fera transition, Vincent, à l'autre table ronde. J'ai eu connaissance, il y a quelque temps déjà, à la fois du cartable fantastique, et puis là je viens d'avoir connaissance de la valise ou trousse pédagogique. Ça nous servira, mes amis, de transition à la deuxième table ronde qui concerne l'école. Merci.